dans les tableaux parisiens un flâneur trébuchant sur les mots comme sur les pavés et rencontrant des porteurs de béquilles, un cygne qui, de ses pieds palmés, frotte le pavé sec, un squelette laboureur, aux pieds sanglants et nus, un quadrupède infirme, aux pas maladroits, une coquette aux pieds secs que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur, et enfin une passante qui déambule avec une jambe de statue. On peut dire que le motif du déséquilibre ambulatoire traverse ces poèmes urbains. Alors, la lecture ethnocritique d'Anne Mendiant-Trousse que je vous propose aujourd'hui s'attachera à étudier dans une perspective sémioculturelle le pied de la mendiante. Que ce membre surprésent dans le blason baudelairien soit précisément mal chaussé est l'indice d'un embrayeur interdiscursif. Je fais l'hypothèse que ce fragment corporel transporte avec lui des fragments de texte et de discours révélant l'imaginaire culturel et le dialogisme du poème. Le pied sera donc compris comme un motif, c'est-à-dire, pour reprendre Joseph Courtès, comme une forme sémantico-syntaxique donnée, reconnaissable comme telle, dont je fais l'hypothèse qu'elle active et motive des phénomènes d'intertextualité. Alors, je vous propose de relire le poème baudelairien puisque je vais travailler vraiment dans le corps du texte. Alors, Anne Mendiant-Trousse, vous avez les exemplaires. Alors, blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de romance et coturnes de velours tes sabots lourds. Au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués, que pour les yeux des roués, sur ta jambe, un poignard d'or reluise encore. Que des nœuds mal attachés dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Que pour te déshabiller, tes bras se fassent prier et chassent à coups mutins les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître Bello, par tes galants mis au fer, sans cesse offerts, vaille-taille de rimeurs, te dédiant leur primeur et contemplant ton soulier sous l'escalier, maintes pages épris du hasard, maintes seigneurs et maintes ronsards, épieraient pour le déduit ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant tu vas gueusant, quelques vieux débris gisant, au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous, dont je ne puis au pardon te faire don. Va donc, sans autre ornement, parfum, perles, diamants, que ta maigre beauté, ô ma nudité. Oh ma beauté, pardon, que ta maigre nudité, ô ma beauté. À ne pas se tromper. Alors, non mentionné mais défini par les variantes qui le chaussent, le pied se manifeste par un processus d'accumulation. Les coturnes de velours, les sabots lourds, les bas troués, les talons et le soulier accentuent la présence de ce membre de la déambulation. Alors, cet agglomérat de scènes autour du pied féminin cristallise les potentialités signifiantes d'un imaginaire merveilleux et imprime la trace d'un intertexte. En effet, le complexe sémique soulier sous l'escalier qui apparaît au vers 37 et 38 est un connecteur analogique. Il fait, à mon avis, la transition avec le conte Cendrillon, dont la fuite avec un pied nu et l'autre chaussé constitue le motif central de l'intrigue. Si, comme l'écrit l'ethnologue Arnold Leboeuf, c'est la chaussure unique de Cendrillon qui la caractérise, fait reconnaître les variantes du conte, l'apparition dans le poème d'un soulier à part, qui fonctionne en contrepoint des sabots et des coturnes, médiatise le phénomène d'interdiscursivité féerique. Alors que l'emploi du pluriel est généralisé et dénombre les parties du corps de la femme, les talons, les bas, les yeux, les deux seins, les bras, les doigts, le soulier
tout comme la jambe, est unique et dépareillée. Cachant le pied, tout en l'identifiant, ce soulier singulier qui indique la différence et qui fait la distinction est signifiant. Il est, pour reprendre Rifater, un mot membre d'un ensemble où il a déjà joué ailleurs un rôle défini, qui est précisément une reprise du motif signature de Cendrillon. Ainsi, cette mendiante qui porte plus galamment qu'une reine de roman ses sabots, non seulement changera de chaussures, mais en perdra une en cours de route. Alors, le syntagme « tes sabots lourds » est lui aussi un lieu charnière du poème qui actualise formellement les symboliques et les fonctions du pied, qui sont entre autres d'établir des contacts, des transferts et des transports. Ainsi, les sabots lourds, dont la fin de la rime en « our » se prolonge dans la strophe suivante, velours, lourd, court, sont donc les sabots lourds sont le point de rencontre entre deux univers opposés qui se touchent et entre deux femmes qui forment un doublon inversé. D'un côté, la mendiante, solitaire et démunie, est un être du dehors qui déambule, vagabonde et demande des aumônes dans les carrefours urbains. De l'autre, la reine fastueuse, entourée de prétendants dans les lits de son frère réduit, est une femme du dedans qui reçoit, sans les solliciter, les offrandes. Précisément, les sabots font le premier pas vers l'autre monde, enjambent la frontière magique du pays des lutins. Le terme est dans le poème. Objet de la mobilité, pourtant caractérisés négativement par leur poids immobilisant, les sabots lourds font la transition. Au lieu de la démunie, dit le texte, surgit une souveraine. En place des batroués et des sabots apparaît un soulier contemplé par des galants. On est bien dans un chronotope de l'interstice où la mendiante connaît un brouillage identitaire. Tout à la fois ici et là-bas, pauvre et riche, debout et couché, elle est constitutivement ambivalente. La célébration des sabots qui déclenche les strophes merveilleuses, célébrant une renaissance, appelle une autre interdiscursivité, celle-là avec la chanson populaire au XIXe siècle, entre autres la chanson intitulée « Les sabots », que je vous ai reproduite sur la page 2 là, de l'exemplier, mais que je ne commente pas, faute de temps. Donc, disons simplement que dans la chanson populaire, comme dans le conte, les sabots, souliers du pauvre, dissimulent une princesse en devenir et constituent le moyen de transport permettant de passer du monde déceptif de la jeunesse à un autre de l'opulence. Alors, on peut plus généralement retracer dans le texte baudelarien plusieurs trames sémantiques ressortissant au merveilleux que l'idiolecte poétique va resémantiser. Alors, premièrement, l'état initial que présentent les deux premières strophes, je les ai numérotées pour simplifier la démonstration. Donc, les deux premières strophes, cet état initial est caractérisé par le manque, comme dans les contes, se manifestant dans le paradigme inaugural de la pauvreté qui réaffirme la catégorie sociale de l'indigence annoncée par le titre, à une mendiante rousse. Deuxièmement, autre trame sémantique ressortissant au merveilleux, la reconnaissance de la véritable identité de la jeune fille, épisode où le héros discerne sous les déguisements de souillon et de mendiante la princesse reine, correspond à la strophe 3. Tu portes plus galamment qu'une reine de roman tes sabots lourds. Alors, ces vers convoquent le motif du corps mal habillé, cachant une beauté comme Cendrillon, qui, je cite, vêtue de ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Ou comme la princesse travestie par une peau d'âne, si repoussante et si effroyable que jamais, je cite toujours, on ne croira qu'elle renferme rien de beau. Et notons que c'est dans cette situation liminaire que peau d'âne, je cite encore, le visage couvert d'une vilaine crasse, à tous les passants tendait la main pour mendier. On peut dire que le poème remotive d'une certaine manière la locution idiomatique « l'habit ne fait pas le moine », qui structure d'ailleurs le conte type 510 auquel appartiennent Cendrillon et peau d'âne. Alors,
Troisièmement, autre séquence merveilleuse transférée par le poème, la transfiguration de la jeune fille qui reçoit une nouvelle apparence, me semble être représentée aux strophes 4 à 11. J'y reviendrai. Quatrièmement, autre séquence, donc la séquence de la donation qui se décline dans les contes sur le modèle du gage amoureux ou de l'aide féerique. Et rappelons d'ailleurs que Les dons des fées est un titre d'un des petits poèmes en prose. Donc, cette séquence de la donation, qui est typique du conte de fées, coïncide avec les offrandes des rimeurs qui offrent et dédient leur primeur, et dans sa version négative, avec l'impossible don du poème, le don du bijou du poète, pardon, à la fin. Don du poème, il y a, par contre, j'y reviendrai. Alors, cinquièmement, la séquence du souhait magique, qu'on retrouve dans plusieurs contes, est transposée poétiquement sous la forme de la femme rêvée et objectivée par l'utilisation du conditionnel aux strophes 10 et 11. Et enfin, de façon latente, on retrouve l'alliance de l'humble avec le riche prince. Alors, on peut dire qu'à une mendiante rousse est une réécriture sur le mode de l'inversion et de la transformation des contes merveilleux et populaires. En effet, le manque initial n'est pas liquidé ou comblé à la fin du poème, et cette reine fantasmée qui reçoit dans ses lits maintes amants n'a rien de la jeune innocente des contes. De plus, le brusque retour à la réalité de la mendicité, concrétisé par le tiret et l'adverbe d'opposition cependant au vers 45, rompt l'enchantement. La quête n'est plus celle du prince époux, mais celle de l'aumône. On est bien de retour dans la capitale du 19e siècle. Certes, la mendiante est, comme Cendrillon et Peau d'âne, reconnue pour sa vraie beauté par le poète, qui sait, à l'instar des princes, voir derrière les apparences. Mais n'étant ni roi, ni maître, ni seigneur, il ne libère pas sa princesse de son état de souillon. Aussi pauvre et chétif qu'elle, il ne peut faire l'offrande du bijou qui révélerait au grand jour la véritable nature princière de la mendiante. Toutefois, ce présent raté masque le statut de fée marraine du poète qui, architecte des féeries, comme l'écrit Baudelaire dans un autre poème intitulé « Rêve parisien », donc ce poète fée marraine, c'est lui qui façonne en fait la parure et l'habit pour la démunie. Possédant le don de l'enchantement, il mystifie momentanément le réel quotidien et transporte sa belle dans un autre monde, comme le fait la fée marraine dans Cendrillon. Alors, suivant Riffater, on peut dire que tout rapprochement intertextuel sera régi, imposé, non seulement par des coïncidences lexicales, mais par une identité structurale, le texte et son intertexte étant des variantes de la même structure. Alors, quelle structure sémiotique un poème pourrait-il avoir en commun avec un conte? On l'a vu, il partage avec lui un certain nombre de séquences, transformant la jeune fille en épouse. Alors, de type culturel, la matrice est, à mon avis, celle du rite de passage. Alors, je rappelle que les ethnologues, dont Arnold Leboeuf, ont bien montré que le déchaussement d'un seul des deux pieds est fréquemment associé au rite de passage et au rite d'initiation. Or, si ce qui importe dans le genre merveilleux, c'est la fin heureuse, où l'humble héroïne devient puissante en se mariant dans un autre milieu social, dans le poème, il n'y a ni noces, ni changement de conditions sociales, ni adhésion à une nouvelle communauté. La mendiante, après avoir été autre, redevient elle-même. Quoique peut-être garde-t-elle de son transit dans le luxe et la luxure, la coquetterie du bijou. Mais dans tous les cas, elle s'en va au loin, et le verbe « aller » étant répété à 3 reprises dans les 3 dernières strophes. Donc, on ne retrouve pas proprement parler de rite, sauf que le texte dramatise l'expérience comme un passage. En fait, il assimile le contenu initiatique en formalisant les phases de séparation, de marge et d'agrégation. Des contes et des rites de passage, le poème emprunte la structure. Ainsi, les 2 premières strophes correspondent, je l'ai déjà dit, à l'état initial. La phase de séparation où l'individu se disjoint de son groupe s'inscrit à la strophe 3 avec l'irruption de la reine et des sabots, je l'ai dit, qui font basculer la mendiante dans ce qu'on pourrait appeler une phase de marche. Cette étape, dynamisée par la métamorphose et le déguisement, se divise ici en 2.
les strophes 4 à 7 font coexister deux femmes en un seul corps et racontent la progressive transformation de la première, ce qui conduit aux strophes 8 à 11, où l'identité originelle disparaît pour laisser place à l'altérité. Et enfin, l'agrégation, qui dans les rites de passage marque le moment de la réintégration de l'initié dans sa collectivité, correspond, à mon avis, aux 3 dernières strophes. Alors, de quel rite s'agit-il? Celui, pourrait-on dire, faisant le passage du monde des sabots à celui du soulier, qui est compris dans notre culture occidentale comme le franchissement d'un état du destin féminin. Virginité, défloration, fécondité font la trajectoire visant à faire la femme, trajectoire qui est ponctuée de différentes chaussures. En effet, quitter ses sabots pour chausser des souliers est au 19e siècle le signe de l'accession à l'âge adulte. Et cela encore dans nos sociétés, puisque chausser des souliers à talons hauts est pour la jeune fille le signe d'un passage. Donc, notons que dans la logique du conte, le changement vestimentaire marque le passage pour la jeune fille dans l'univers de la conjugalité. Et c'est précisément chaussée des 2 pieds que Cendrillon pourra commencer sa vie de princesse et de reine. Le poème fait coexister ces 2 statuts, ce qui évidemment le rend problématique. Du côté de la jeune fille, on note dans le texte le paradigme de la jeunesse, construit par les mots suivants: blanche fille, le jeune corps, les sabots lourds, les lys, L-I-S, les perles qui évoquent la virginité. Du côté de la reine, on retrouve le soulier, le déshabillage, les lits, L-I-T-S, les maîtres prétendants et le diamant qui signale la vie sexuelle. C'est dire que le poème ne fait pas, comme dans le conte, passer la jeune fille dans l'univers des épouses. Il n'y a pas ici de reconstitution de la paire de souliers et donc du couple, car ontologiquement, la mendiante se caractérise par des problèmes de mobilité, entre autres sociales. Être de la marge et être en marge, elle est, pourrait-on dire, tout à la fois fille, jeune fille et reine. Alors, pourquoi cet intertexte avec Cendrillon? On peut avancer déjà quelques éléments de réponse. Bon, alors, il y a au 19e siècle une efflorescence du féerique et de la féerie qui va de la période romantique jusqu'à sa perversion par la littérature fin de siècle. Non seulement les contes de Perrault connaissent plus de 200 rééditions, mais Cendrillon fait l'objet de plusieurs réécritures, pastiches, opéra-ballet, vaudeville. Déjà, je cite, la pantoufle que Cendrillon perdit un soir apparaît chez Théophile Gautier dans son poème Diamant de cœur, qui forme, à mon avis, un intertexte avec la mendiante rousse, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, en tout cas, le sujet est dans l'air du temps. Deuxième élément de réponse, ce conte, donc Cendrillon, mais aussi Peau d'âne, raconte la métamorphose du lait en beau, voire la coexistence du beau dans le lait. Et il nous dit que sous la cendre se cache la fleur, ce qui me semble faire écho à l'esthétique baudelairienne. Troisième élément, justifiant cet intertexte, le déchaussement unilatéral a pour axe sémantique la dissymétrie, le déséquilibre, l'oxymore, qu'incarne l'alliance hautement érotique du pied chaussé et du pied nu. Cette réunion des contraires est, encore une fois, à mon avis, à mettre en correspondance avec la poétique baudelairienne. Par ailleurs, Cendrillon est une des figures les plus connues de ces déséquilibrés ambulatoires que la tradition appelle des monosandales. Alors, condensant une dimension tonienne qui me semble être le lot de plusieurs des marginaux des tableaux parisiens, ces êtres monosandales, qui sont donc chaussés que d'un seul pied, présentent des anomalies de la démarche qui actualisent dans l'imaginaire l'idée du transport et de la traversée toujours difficile et dangereuse vers l'autre monde. Or, tous les tableaux parisiens poétisent des problèmes de circulation. On sait l'importance sous le Second Empire de la transformation des voies publiques par Haussmann, à la fluidité de la circulation urbanisée par la création de voies larges et rectilignes, répond, chez Baudelaire, les trébuchements, claudications, accidents de parcours, faux pas et piétinements. Enfin, dont Cendrillon est certainement une des figures les plus connues.
Enfin, dernier élément, la poésie baudelairienne a investi sémantiquement les chronotopes de la marge que sont le seuil et le carrefour, hein, comme dans À une mendiante rousse. Alors, ces espaces-temps liminaires où on perd pied, où on ne sait plus sur quel pied danser, disent la croisée des chemins, qui est ce moment de bascule faisant le destin. Et précisément, ce moment de transition forme le cœur des contes qui narrativisent les passages importants d'une vie. Alors, on a donc un poème qui réinvente et subvertit les motifs fondateurs des initiations merveilleuses. On peut dire qu'il est en quelque sorte un conte déguisé, voire carnavalisé, à l'image de cette mendiante qui, je cite Perrault dans Peau d'âne, sous sa crasse et ses haillons, gardait encore le cœur d'une princesse. Le visible et le lisible masquent la complexité du réel. Alors, reprenons les premiers vers pour observer les travestissements verbaux à l'œuvre dans ce texte, travestissements donc qui font écho au thème de l'érotisation du corps féminin par un jeu subtil du dévoilé, du caché, de l'habillé et du déshabillé. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Alors, ce qu'on voit par les trous, ce ne sont pas des fragments de chair. Ce qu'on entreaperçoit par les trous, c'est ce fragment de texte provenant de Peau d'âne, que vous pouvez lire sur la photocopie. Hein, c'est l'extrait où le prince, par le trou de la serrure, découvre la beauté du corps de Peau d'âne. Je ne le lis pas, mais au-delà des correspondances sémantiques et lexicales que j'ai soulignées là en gras dans l'extrait, l'incipit poétique fait du trou, comme dans le conte, le lieu d'une scène de voyeurisme et d'un striptease à l'envers, qui contrefait les conventions du déshabillage érotique en ce qu'il débouche sur la contemplation et la description d'un corps non pas nu, mais habillé. Alors que le prince, donc dans Peau d'âne, constate la riche parure de la servante déguisée pour subséquemment contempler sa beauté, le poète, par les trous de la robe, voit d'abord la pauvreté et ensuite la beauté. Alors, le dispositif métrique de la première strophe génère une scission et un décalage entre ces deux aspects. Le rejet de la deuxième composante de l'énumération, c'est-à-dire la beauté, donc ce rejet de la beauté sur l'autre vers, la coupe qui crée le passage de l'heptasyllabe au tétrasyllabe, met à mal le lieu de la coordination, fragilise l'alliance du beau et du pauvre, crée un déséquilibre, une asymétrie. Au bout de la strophe, la beauté détachée occupe la place de la nudité, dont la robe trouée faisait espérer l'évocation. En ce sens, la beauté inaugure la série des figures de substitution qui organisent et dérangent l'ordonnancement de ce poème. Tout le texte, en effet, établit un système de correspondance et de contrasme entre les mots. On a affaire à une conversion des clichés et à des substitutions rhétoriques qu'amorce effectivement la beauté, mot cachetier masquant la nudité espérée, qui ne surgira qu'à l'avant-dernier vers, comme un double inversé de la première strophe. Hein, que ta maigre nudité, ô ma beauté. Que la reine soit une hypostase de la mendiante et que le poème cristallise des éléments du répertoire du conte suggère une logique de la permutation généralisée. Faisons brièvement comme dernière hypothèse que cette signifiance organise également le système des tropes. Reprenons le soulier, mot pivot qui nous a transportés vers l'unique chaussure de Cendrillon. Et contemplant ton soulier sous l'escalier. Si l'objet soulier a pour fonction protectrice de recouvrir le pied, et si le signifié de l'unicité du soulier active l'imaginaire merveilleux, force est de constater que le mot, jumelé au syntagme sous l'escalier, a ici une fonction poétique. Le tétrasyllabe sous l'escalier est une variante phonologique de soulier. Il contient en effet, en deux morceaux divisés, séparés magnifiquement par une escale, le soulier, sous, escale, lié. En somme, se découvrent magiquement deux souliers désassortis, l'un contemplé sous l'escalier par les rimeurs, l'autre dissimulé sous le verre.
La surdétermination générée par la répétition déguisée agit comme modèle des multiples phénomènes de fusion lexicale à l'œuvre dans le texte. Primeur inclut rimeur, trou, roux, dessous, sous. De même, le mot soulier fonctionne comme une hyperbole syllabique de la préposition sous, qui permet de lier les deux mondes opposés, apparaissant également dans 29 sous, dans dessous et dans sous-téloir. Le signifiant sous est important. Il véhicule la polysémie du terme, donc du terme sous, dans son sens sociologique de position inférieure, dans son sens commun d'une apparence qui recouvre ou qui cache la réalité de quelque chose, et enfin dans son sens nominal de peu d'argent. Alors, la matrice du poème est entièrement contenue dans ce sous, qui signifie le latent et le caché, et qui est d'ailleurs lui-même logé sous la forme d'une anagramme imparfaite dans l'adjectif rousse. La signifiance est celle de la métamorphose et du monde à l'envers que condense la préposition sous, évoquant un monde invisible sous un autre visible, une femme royale sous une autre misérable, un conte sous un poème. Le monde sous, qui est en somme celui des sans-le-sous et des va-nu-pieds, n'est observable que par les trous du langage. Il ne se dit qu'avec ces mots sous les mots, pour reprendre l'expression de Starobinski, qu'actualise magnifiquement le diamant, dissimulant dans une anagramme la mendiante. Imposant l'apparition du même sous la figure de l'autre, l'anagramme, écrit Starobinski, est une présence à deux niveaux, qui établit un rapport de similitude tout en soulignant les différences sémantiques. Elle objective ce que Bakhtin appelle le mot d'autrui, soit le fait que tout mot en contient d'autres et que tout mot est autre, comme la mendiante. Le rapprochement anagraphique de mendiante et de diamant me semble fonctionner sur le même mode de la réversibilité qui dynamise la description du corps de cette passante. Qu'il soit riche ou pauvre, paré ou dénudé, royal ou misérable, ce corps, à l'instar des lettres composant l'anagramme, reste identique tout en étant converti, permuté, reconstitué. Il incorpore l'autre dans le même, l'autre et le même. Il s'agit dans les deux cas d'un déguisement, l'un thématique, l'autre rhétorique. Alors, je conclus en quelques phrases. La mendiante au pied et au port de Rennes, oui. La mendiante au pied et au port de Rennes appartient à la famille des déséquilibrés ambulatoires qui incarnent la posture de l'entre-deux, de l'inachèvement et de l'ambivalence. La récurrence chez Baudelaire du motif du pied mal chaussé, déchaussé, bancal, actualise le fait que la modernité ne marche pas droitement, puisqu'elle est une césure et une bipartie ontologique. Composée de deux moitiés séparées, non identiques, elle n'a pas, pourrait-on dire, trouvé chaussure à son pied. La modernité, écrit le poète, comme on l'a cité hier, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Et dans tous les cas, la muse est déjà, dans le célèbre poème « L'art » de Théophile Gautier, à qui les fleurs du mal sont dédiées, donc la muse chez Gautier est déjà boiteuse. En effet, faisant, je cite, fi du rythme commode, elle chausse pour marcher droit, tout à la fois un cothune étroit et un soulier trop grand. Que la personnification de l'art se fasse à partir des chaussures dépareillées indique que le pied éclopé est une zone d'investissement esthétique, car le pied est, faut-il le rappeler, une unité de mesure syllabique. Également, soulignons que dans le poème Caprice de Verlaine, présenté hier par Solène Thomas, qui a évidemment attiré mon œil d'ethnocriticienne, apparaissait donc un poète qui avait non pas deux, mais un, je cite, soulier luisant et terne, dont le nœud était tout à la fois noué bien et mal, ce qui rend ambivalente, je cite, la marche à la belle étoile. Enfin, notons justement que le petit pousset rêveur de Rimbaud dans le poème Ma Bohème, non seulement a dans sa culotte un large trou, qui me semble d'ailleurs évoquer les trous de la robe de la mendiante, mais égrène dans sa course des rimes avant de tirer, je cite, et c'est le dernier vers du poème, les élastiques de ses souliers blessés, un pied près de son cœur. Je vous remercie.